Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de Hongrie. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'inviter l'écrivain Alice Zeneter. Alice Zeneter, bienvenue dans Berbère Télévision. Merci. Je vous en prie. Et donc, je vous invite parce que vous venez de nous donner à lire un excellent livre qui s'appelle Sombre Dimanche, sorti donc aux éditions Albin Michel, qui raconte une histoire qui se déroule en Hongrie. C'est toute une famille, c'est tout un vécu de toute une famille sur une grande période. Et le lecteur voyage quand même avec cette histoire. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre pareil ? En fait, j'ai vécu en Hongrie pendant quasiment 3 ans, oui. Jusqu'à l'année dernière. Et ce pays où j'étais allée au début par hasard, parce que j'avais trouvé un poste pour enseigner le français, m'a finalement très vite passionnée. Et l'histoire du pays, en fait, m'a complètement passionnée parce que au fur et à mesure du XXe siècle, il est arrivé quand même énormément de bouleversements à ce pays qui a changé de nature, de régime, de forme, de taille. Et quand j'ai commencé à vouloir écrire sur la Hongrie, au début, je voulais juste parler du basculement de la fin de l'URSS. Et puis après, je me suis dit, quand même, ce serait dommage de ne pas parler d'avant, de ne pas parler de ceci, de ne pas parler de cela. Donc en fait, la famille du roman s'est agrandie de génération en génération pour me permettre de couvrir tout le XXe siècle. En tout cas, vous l'avez bien fait avec une écriture très dense, très prenante. Et même si l'histoire est parfois un peu sombre, un peu triste, mais il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de l'humour. Alors le roman commence par un chant, c'est un poème chanté, c'est le grand-père qui chante. Pourquoi est-ce qu'il chante ? Il chante seulement quand il a bu. Alors c'est un peu un des mystères du livre. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rituel ? Pourquoi est-ce que tous les 2 mai, le grand-père vide une bouteille de palinka et chante une chanson dont en plus il dit qu'il la déteste. Enfin, en plus, oui. C'est pas sa chanson préférée. Et donc Imre, son petit-fils, arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce rituel qui s'est mis en place. Et au fur et à mesure du livre, on va découvrir que c'est lié à toute une histoire familiale un peu tragique. Tout à fait, tout à fait. Mais le personnage peut-être principal du livre, c'est justement Imre, n'est-ce pas ? Oui. Et donc, on le voit d'abord enfant, et vous racontez un peu ses pérégrinations, n'est-ce pas ? Et donc, après, on le suit, on le suit. Et puis, cette petite histoire de la famille va nous montrer aussi l'histoire de tout un pays, donc avant la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas ? Oui, puisque Imre, donc lui, est né dans les années 70. Oui. Et toute la période, justement, sur son enfance et son adolescence va se faire pendant les dernières années de l'URSS. Et quand Imre bascule dans l'âge adulte, c'est le moment où la Hongrie aussi bascule dans le monde capitaliste occidental et la Hongrie aussi change de vie en même temps que le personnage. Tout à fait. Et donc, la famille d'Imre habite pas loin du chemin de fer. Est-ce que c'est un choix ? Y a-t-il une métaphore là-dedans ? Ou bien vous avez tiré cette histoire d'une histoire véridique, peut-être ? Non. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites bicoques le long des chemins de fer, mais comme il y en a aussi en France, enfin dans tous les pays, en fait, bien sûr. Ce sont des endroits où les gens s'installent parce qu'ils savent qu'ils seront pas renvoyés, parce que les territoires n'appartiennent pas vraiment à quelqu'un. Mais ce qui m'intéressait, c'était de faire le parallèle justement. Donc cette maison, c'est une maison qui a été construite par l'ancêtre, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de la famille au temps où c'était encore un morceau de campagne. Et puis quand la gare de Nugati a été construite, les rails ont commencé à encercler la maison et ils se sont retrouvés avec un tout petit jardin triangulaire dans lequel tout le monde, dans tous les passagers de train jettent leurs déchets en passant. Et évidemment pour moi, ça faisait un parallèle avec la Hongrie. Qui, au temps de l'Empire austro-hongrois, avait un territoire énorme, qui allait donc jusqu'à la mer, qui englobait les Carpates en Roumanie, et puis au moment du traité de Trianon, s'est retrouvé un peu avec un plat pays sans mer et sans montagne, et sans grand intérêt, du coup, en tout cas au niveau des paysages.
et encerclés par des pays qui ne parlent pas la même langue qu'eux, qui n'ont pas qui n'ont pas une identité culturelle très proche et qui ressemble du coup, voilà, ce pays ressemble à cette petite maison. Donc effectivement, c'est une vraie métaphore. Donc ce petit logis de cette famille ressemble un peu à la Hongrie elle-même. Oui. Et puis donc, ces habitants de cette petite maison ne veulent pas la quitter non plus, même si c'est pas facile d'habiter devant un chemin de fer, mais ils veulent pas la quitter aussi. Non, ça c'est un peu le dilemme justement entre la tradition et l'habitude aussi, et puis la volonté de faire sa vie, de pouvoir inventer sa propre vie, créer quelque chose de nouveau. Et c'est très difficile quand, de génération en génération, on a vécu dans cette même petite maison, sur le fronton de laquelle le nom de la famille est gravé, etc. Donc ils sont un peu, c'est comme s'ils avaient pris racine à cet endroit-là, et même lorsqu'ils ont ce grand désir de quitter cet endroit, ça fait un peu, ça fait un peu pétard mouillé, ça marche jamais tout à fait. Bon, il y a des liens qui se tissent aussi avec cette maison, donc il y a une nostalgie peut-être des plus anciens, des ancêtres. Et puis donc il y a ce nom sur le fronton et ce prénom d'Imri qui se renouvelle. Pourquoi ce renouvellement du prénom? Alors parce que c'est une tradition hongroise en fait. Qui perdure encore aujourd'hui, de donner au premier-né mâle le nom du père. De l'ancêtre, du père, l'ancêtre. Le nom de son père. Et donc en fait, comme ça se reproduit de génération en génération, oui, bien sûr. On a une famille où tous les garçons ou presque portent le même nom. Ce qui crée des confusions extrêmes. D'ailleurs en Hongrie, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes noms et prénoms, ce qui est très très compliqué. Puisque le fils et le père peuvent avoir bien sûr le même prénom. C'est un peu difficile, effectivement. C'est un peu difficile. Ça crée des situations un peu burlesques, certainement. Mais donc, Imri quand même écoute l'histoire familiale, il saisit un peu cette histoire. Et vous lui faites dire un jour qu'il avait peur un peu de la vie et qu'il pensait que les adultes comprenaient ce que c'était la vie. Et un jour, il découvre que les adultes ne comprenaient pas eux-mêmes aussi la profondeur de la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire un peu dans ces phrases lumineuses, hein, par ailleurs? C'est quelque chose que je trouve très angoissant, en fait. Cette idée qu'un enfant grandit avec cette phrase qui est tout le temps répétée par ses parents ou par ses grands-parents, tu comprendras quand tu seras grand. Et donc, un enfant grandit avec cette impression qu'à un certain stade, tout s'illuminera, tout sera clair pour lui, et il sera capable donc d'accueillir et de réagir à chaque événement de la vie avec une parfaite connaissance de ce qu'il en est. Et en fait, à un certain moment, on se rend compte que non, on est devenu adulte et que tout n'est pas clair et que certaines choses restent encore très très angoissantes, très mystérieuses, qu'on ne sait pas comment les gérer. Et voilà, dans le cas d'Imre, j'avais envie que ça arrive très tôt, mais pas comme une vraie prise de conscience, mais comme un doute. Et ça arrive donc notamment parce qu'il voit son grand-père en train de boire et de chanter sous comme un cochon. Et là, il commence à se dire... C'est affreux, mais j'ai peur que peut-être les adultes eux-mêmes soient incapables de réagir correctement à la vie tous les jours. De donner en tout cas les réponses adéquates aux interrogations des uns et des autres, bien sûr. Et puis donc, dans votre livre, Alice Zenneter, donc, il y a de la tristesse, il y a des morts, il y a un désespoir, mais il y a quand même ce désir de s'en sortir de pratiquement tous les personnages. Et donc Imre va faire son apprentissage de la vie dans un pays, vous l'avez dit, qui va subir de multiples métamorphoses. Hein. Vous dites par exemple, c'est en 1990 qu'il découvre les bananes. Parce qu'il n'y avait pas de bananes à ce moment-là. Non, en fait, ça vient d'une anecdote qui est vraie. Un de mes amis en Hongrie, très très proche, Michi, avec qui je parlais beaucoup de ce projet de roman, le jour où je lui ai demandé
qu'est-ce que c'est pour toi, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, donc je lui disais, qu'est-ce que c'est pour toi l'URSS, quel souvenir t'en as? Et la réponse qu'il m'a fait, c'est, on ne pouvait pas acheter de bananes. Et évidemment, j'ai éclaté de rire, et puis on a continué à parler. Mais la réponse m'est restée. Et puis plus tard, je parlais à un autre ami et je lui racontais cette réponse sur les bananes. Et il me dit, ah oui, est-ce que tu as déjà entendu parler de la vieille femme aux oranges? Et je lui dis, non, qu'est-ce que c'est la vieille femme aux oranges? Et il me dit, en fait, donc sur Vörös Martiter, qui est une des grandes places de Budapest, une belle place où il y a la pâtisserie Gerbeaud, etc., et donc un endroit touristique, il y avait une vieille femme avec un filet d'orange qui passait en permanence, qui était payé par le gouvernement pour passer avec un filet d'orange et faire croire aux touristes qu'on pouvait acheter des oranges en Hongrie, alors qu'en fait, il était absolument impossible d'acheter des fruits exotiques. C'est incroyable, ce ne sont que des oranges. Hein. Mais ceci dit, cette question de bananes et de fruits exotiques a existé pratiquement dans tous les pays de l'Est, y compris dans les pays où un peu cette doctrine communisante existait, hein, même en Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement en Hongrie. Hein. Et donc, après la chute du mur, la Hongrie a changé quand même. Elle a changé et en même temps, pas vraiment comme les gens l'espéraient. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la Hongrie avait été un peu le bon élève. Des pays de l'Est, du bloc de l'Est? Ben, oui, mais par rapport aux pays de l'Ouest. C'est-à-dire elle avait le socialisme du goulash, comme on l'appelait, et qui était une version plus douce et économiquement plus douce aussi. Et donc, quand la Hongrie a basculé hors du bloc soviétique, il y avait cette idée qu'ils seraient les premiers à pouvoir intégrer l'Europe, à pouvoir remettre leur économie à flot, parce qu'ils étaient moins marqués que les autres. Tout à fait. Et en fait, ça n'a pas très bien marché. Ils se sont retrouvés un peu à la traîne. Avec des difficultés économiques. Il y a eu des difficultés économiques, les privatisations ont été faites de manière un petit peu chaotique. Il y a eu énormément de problèmes politiques dont je parle aussi Jusque dans nos bras, puisque au lieu d'être complètement un temps de liberté et d'expérimentation démocratique, on en est arrivé très vite dans le premier gouvernement post-URSS à des discussions sur qu'est-ce que c'est être hongrois, qu'est-ce que la magyaritude, est-ce que les juifs ont le droit de se réclamer hongrois, est-ce que c'est une valeur du sang, donc en fait des choses qui étaient très inquiétantes à un moment où on aurait dû célébrer le retour de la démocratie et de la liberté. Et il semble, Alice, quand même qu'il y a aujourd'hui un repli identitaire en Hongrie, n'est-ce pas? Oui. Politiquement, c'est un gouvernement qui est assez excessif, pour ne pas dire plus, n'est-ce pas? Oui, mais justement, le gouvernement d'aujourd'hui reprend ces thèses, puisque la constitution qu'ils ont fait passer l'été dernier donne en préambule justement les valeurs de la magyaritude et donc dit que c'est être de sang hongrois, c'est être chrétien, c'est être hétérosexuel. Donc on a ce repli identitaire très fort. Et d'ailleurs, Viktor Orban, qui est à la tête du pays, passe son temps à faire des comparaisons entre l'Union européenne et l'URSS. En disant on nous a déjà opprimés, maintenant nous voulons être jusqu'à ce point, donc il considère que l'Union européenne est à l'image de l'URSS. Oui. Dans son l'année dernière, dans son discours du 15 mars, donc qui est une fête nationale hongroise, il a fait ce discours-là justement en disant nous avons l'habitude des puissances étrangères qui disent vouloir nous aider et qui en fait nous oppressent. Nous l'avons vécu pendant 40 ans, nous ne revivrons pas ça. La Hongrie vaincra, etc., etc. Donc oui, le parallèle est très net. C'est un discours nationaliste, presque fascisant. Hein. C'est terrible. Et pourtant, il nous a semblé, il a semblé à tous les observateurs que la Hongrie était quand même un pays de culture, qui avait des bases pour l'ouverture, pour plus de tolérance. Oui. Et c'est un pays qui a toujours eu des intellectuels et des artistes. Et qui même pendant la domination soviétique a réussi à avoir des écrivains, des cinéastes, des poètes, des musiciens qui ont créé quelque chose tout à fait, extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi, malheureusement, ça ne
Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est le fait que sortir du communisme et peut-être que les Hongrois ont tant espéré et à la sortie donc ils se retrouvent avec ces difficultés économiques? Ça s'est passé aussi dans d'autres pays du bloc de l'Est. Hein. Oui. Il y a des pays du bloc de l'Est où certaines personnes regrettent l'époque communiste. Je ne sais pas si cela arrive peut-être parmi certains Hongrois. Alors, ça, non, j'ai pas vraiment rencontré ce sentiment-là. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est du coup une certaine défiance du politique en général. Et en fait, aussi une habitude peut-être qui a été prise de vivre sa vie en cachette et séparée de la politique. Donc, où il y a un côté où finalement, aujourd'hui, quand les politiques font des choses qui ne plaisent pas, eh ben, les gens se disent, bah, tant pis, en fait, eux, ils font ce qu'ils veulent dans le Parlement, et moi, je fais ce que je veux dans ma cuisine. Vous voulez dire qu'il y a un fossé entre les politiques et la population en général, en Hongrie? Oui, oui. Je trouve... En fait, il y a beaucoup de gens qui s'identifient pas... En fait, les opposants au gouvernement ne trouvent pas d'opposants politiques à qui s'identifier et ils ne se retrouvent pas dans tous les discours politiques. Hein. Mais je dis, c'est une constatation assez commune dans beaucoup de pays, hein, où le fossé entre les politiques et la population est assez quand même évident. Et pourtant, dans votre livre, Alice Zeneter, des fois vous parlez de cette époque de Staline qui a marqué les esprits en Hongrie. Comment est-ce qu'il a marqué les esprits, Staline? C'est le dictateur féroce qui pouvait faire du mal à n'importe quel moment? Alors, moi, finalement, c'est une période que j'ai pas connue, donc j'extrapole vraiment. Oui, mais on vous a raconté quand même. Les gens vous racontent des choses, bien sûr. Et puis, évidemment, comme c'est le dictateur un petit peu imbu de lui-même, ça veut dire des statues partout, de taille colossale, des rues qui s'appellent Stalingrad, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'est cette présence. Et c'est ça que j'imagine en fait. Cette présence vraiment par les statues. Et comme on sait que Staline veut dire l'homme de fer, cette idée qu'en fait, bien son nom. Voilà, qu'il soit réellement un homme de fer au détour de chaque rue pour les Hongrois, comme si Budapest était devenu une sorte de parc à thème autour de Staline. De Staline. Moi, je trouve ça d'une certaine manière surréaliste, et c'est pour ça aussi que Staline est pour Imre, qui lui est trop jeune pour avoir connu ce temps-là, il n'a pas connu cette période. Et une espèce de croque-mitaine un peu imaginaire, où on lui dit « tu verras si Staline revient te chercher ». Et pour lui, voilà, Staline, c'est le grand méchant loup, c'est l'ogre des contes de fées. Tout à fait. Et bien avant ces exactions russes, il y a eu aussi les exactions allemandes en Hongrie. Oui. C'était juste avant Staline, n'est-ce pas? Oui. La Hongrie a souffert quand même. Hein. La Hongrie, les Juifs d'Hongrie ont beaucoup souffert. Oui, oui, oui. Ça a été d'autant plus terrible que la Hongrie ayant en fait commencé à déporter les Juifs plus tard que tous les pays voisins, il y avait énormément de populations des pays voisins qui s'étaient réfugiés en Hongrie pour ne pas être déportés. Et quand les rafles ont commencé en Hongrie aussi, non, c'était des centaines et des centaines de milliers de Juifs, pas uniquement hongrois, mais roumains, polonais, et donc ça a été particulièrement terrible. Et donc les Allemands sont venus plus tard, vous dites, en Hongrie, avant la Pologne certainement, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rapprochement très tôt entre le gouvernement hongrois et le gouvernement allemand, qui permettait aux Hongrois de récupérer une partie des terres qu'ils avaient perdues pendant Trianon. Et donc c'était quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur. Mais cette collaboration ne s'est pas faite assez vite au goût des Allemands, si bien qu'on en arrive à un scénario un peu à la James Bond, parce qu'en 1944, pour forcer l'amiral Horthy, donc qui est le régent de la Hongrie, à démissionner, un commando allemand entre dans le château par la fenêtre en pleine nuit, kidnappe son fils, et donc le force à démissionner pour mettre à sa place le chef du parti des Croix Fléchées, donc qui était le parti nazi hongrois. D'accord. Mais voilà, ça s'est fait très tard. Là, c'est vraiment 44, quoi.
Oui, c'est bientôt la fin de la Et Deuxième oui. Guerre mondiale. Et c'est bientôt l'armée rouge qui va entrer. Qui va entrer et à son tour, elle va imposer bien sûr sa loi. Et je reviens un peu à votre livre, donc Sombre dimanche, à Imri. Donc Imri qui va vivre un peu après la chute du mur, une forme de la libération des mœurs, puisqu'il va travailler, je crois, dans un sex shop. Oui. Et donc c'est une période qui va le marquer. C'est une période qui va le marquer, qui en même temps est un peu absurde puisque et un peu déceptive, puisque lui aimerait non pas travailler dans un sex shop, mais avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles. Oui. Le problème, c'est que son meilleur ami vient de quitter la ville pour partir étudier à l'université et que Imre tout seul est beaucoup trop timide pour aller aborder les jeunes filles. Et donc, comme solution un peu, mais au rabais, pour vivre sa liberté, sa libération sexuelle, il va travailler dans un petit sex shop. Mais il va finir par quitter son travail un peu à contre-cœur, mais il va aussi rencontrer l'amour avec Kerstin, une Allemande, n'est-ce pas? Oui. Kerstin, qui est une jeune fille blonde, que Imre prend d'abord pour une Californienne, parce que pour Imre et pour Zsolt, son meilleur ami, il faut savoir que les dernières années de l'URSS ont été complètement occupées par ce fantasme qu'ils avaient d'émigrer, d'aller en Californie. Voilà, d'aller en Californie et de coucher avec des Américaines, comme une forme de revanche sur l'histoire, de prise de possession du monde libre. Il rêvait de faire ça. Et donc quand Imre voit Kerstin, il se dit ça y est. Donc c'est en 93, il se dit ça y est, toutes les frontières sont tombées, c'est bon. Le monde est là pour moi, c'est une Californienne, et il va s'apercevoir finalement que pas du tout, qu'elle vient de Cologne en Allemagne, et du coup on peut dire que leur relation commence déjà un petit peu sur un mauvais pied, puisque Kerstin est pour Imre d'une certaine manière son Amérique, sa seule Amérique. Et Imre est pour Kerstin un certain signe de sa rébellion, puisqu'elle aime l'idée qu'elle abandonne son confort bourgeois d'Allemagne de l'Ouest pour se mêler aux populations pauvres d'Europe de l'Est. Oui. Et elle trouve ça politiquement merveilleux, socialement merveilleux. Et donc c'est plus un combat politique pour elle que réellement une histoire d'amour. Mais quand même, c'est une histoire qui va faire grandir Imre quand même. Oui. C'est une histoire qui va lui donner une certaine perception de la vie différente, on va dire, n'est-ce pas? Oui, parce que il est obligé de réfléchir à ses propres responsabilités. Il va devenir père, ce qui lui amène aussi évidemment un autre positionnement par rapport à sa famille, bien par sûr, rapport au monde. Bien sûr. C'est un grand changement dans la vie d'un homme de devenir papa. Tout à fait. On fait juste une petite pause publicitaire et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Alice Zennetter, qui, je rappelle, vient de publier aux éditions Albin Michel un excellent roman, Sombre dimanche, et qui a d'ailleurs beaucoup de succès puisqu'il a été réédité déjà, n'est-ce pas, Alice Zennetter? Oui, ça se passe plutôt bien pour le livre et je suis très très contente. Ouais. Et c'est un livre aussi qui a eu de bonnes chroniques dans la presse, vous pouvez le dire. C'est vrai. Voilà. Et donc, on a fait un peu le voyage dans le roman, donc Sombre dimanche, qui, je rappelle, commence par un chant, un poème chanté, et se termine aussi par un poème chanté, n'est-ce pas? Oui. Comment se fait-il? Est-ce que vous voulez dire que les Hongrois aiment beaucoup la poésie, par exemple? Alors, les Hongrois aiment beaucoup la poésie et la musique, oui. Ça c'est vrai. Et c'est une des choses aussi, puisque finalement je travaille sur la perception que moi j'ai de la Hongrie, et j'ai vraiment l'impression que c'est un des premiers pas qu'on fait quand on veut découvrir une culture, quand Absolument, on veut s'immerger dans la vie d'un pays,
ça va être d'écouter la musique, d'essayer de comprendre les chansons traditionnelles. Et évidemment, donc j'ai fait ça. Et du coup, le livre s'ouvre et se referme sur 2 chansons qui sont des chansons traditionnelles très connues. C'est des chants très connus en Hongrie, n'est-ce pas? Voilà, donc déjà les Hongrois seront satisfaits et seront contents quand même que leur chant traditionnel soit dans un roman. Et puis donc il y a une autre maison, la petite maison au bord du lac, après la maison devant le chemin de fer. Oui, c'est la maison finale qui se trouve donc sur la rive du lac Balaton, qui est la petite mer intérieure de la Hongrie. Et qui est une étendue d'eau très calme, très étrange. Et je suis allée à plusieurs reprises en fait au lac Balaton, mais en hiver. Oui. C'est pour ça qu'en fait le lac Balaton est évoqué en hiver dans le livre, alors qu'en fait c'est plutôt un lieu d'été de villégiature. D'accord. Mais moi je suis allée le voir en hiver au moment où il est complètement gelé. Et je suis allée faire des rondonnées donc, sur la glace du lac Balaton. Sur la glace, d'accord. Et c'est un sentiment un peu incroyable. On a l'impression d'être au pôle Nord. Parce qu'on voit qu'une mer de glace à perte de vue. Il n'y a que de la glace, à perte de vue. C'est incroyable. Est-ce qu'il fait très froid en Hongrie? Il peut faire très froid pendant l'hiver, oui. Ouais, il peut faire -20. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu qu'une fois, un seul hiver. Mais quand le Danube commence à geler, et donc quand le fleuve charrie d'énormes plaques de glace, c'est extrêmement impressionnant. Ça fait aussi énormément de bruit, enfin ça craque en permanence, et c'est une vision incroyable. Et le Danube, c'est un peu la fierté de la Hongrie, n'est-ce pas? Oui, c'est quand même un fleuve, c'est très grand comme fleuve, c'est très large. Au nord de la Hongrie, il y a le coude du Danube, le Dunakanyar, qui est quand même, qui est large, très rapide. Il y a énormément de courants et c'est très beau. Mais c'est un fleuve qui donne l'impression de ne pas être vraiment domestiqué non plus. Ah oui, il reste encore sauvage? Il donne cette impression-là. Par rapport à la Seine, par exemple, je trouve que le Danube a ce côté... Est-ce qu'il est très chanté dans la poésie hongroise, le Danube? Oui. À l'image un peu de tous les grands fleuves du monde. Et notamment Attila József, que je cite à plusieurs reprises dans son Dimanche. Donc effectivement, votre livre, vous placez en exergue un de ses poèmes, un peu triste, mais très profond, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment un poète extraordinaire qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai que la littérature hongroise, même si elle est traduite, est pas forcément connue, ou en tout cas pas dans son intégralité. Et Attila József a fait un poème qui s'appelle La Dunanál, donc au bord du Danube, qui est un très beau poème sur les mystères et le silence du fleuve. Et il est très connu. Il est d'ailleurs gravé sur la rive du Danube quand on est à Budapest. D'accord, il est gravé carrément sur la rive du Danube. C'est magnifique, c'est un bel hommage à la poésie quand même. C'est un bel hommage à la poésie elle-même. Hein. Absolument. Et donc votre livre, il a du succès en France. C'est une histoire uniquement hongroise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désir de Hongrie en France en ce moment? Non, je pense pas. Je pense que si le livre a du succès, c'est parce qu'au-delà de la Hongrie, les gens voient les thèmes universels de la famille, de l'amour, de l'amitié. Oui. Mais très souvent, des lecteurs me disent alors, la Hongrie, j'en ai vraiment rien à foutre, ou la Hongrie, a priori, ça ne m'intéressait pas du tout, mais j'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Mais donc Après, il y a aussi des gens, il y a aussi des lecteurs qui m'ont écrit en disant qu'ils avaient acheté le livre parce qu'ils avaient passé du temps en Hongrie. Oui. Et donc, vous voulez retrouver peut-être des souvenirs, des atmosphères, oui, bien sûr. Mais a priori, c'est pas un exotisme qui fait vendre en France, la Hongrie. Je le pense aussi, parce qu'effectivement, c'est l'histoire. Hein, c'est une histoire humaine qui peut, à la rigueur, se passer dans n'importe quel pays du monde. Hein.
cette histoire du chemin de fer, des ancêtres qui sont là, qu'on regarde, une certaine nostalgie d'une certaine époque, même si la vie était difficile durant cette époque, les hommes et les femmes ont toujours de la nostalgie, même pour des périodes difficiles, hein, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur le livre? On ne peut pas tout dire sur Sombre Dimanche. Non. Hein. Et vous, si on vous disait de le présenter comme ça, sommairement, vous allez dire c'est une histoire humaine, c'est tout? Vous avez peut-être quelque chose à dire, non? Non, pas en addition à ce qu'on a dit, parce que oui, c'est une histoire humaine, c'est une épopée familiale sur plusieurs générations, c'est le parallèle entre une famille et un pays, tous les deux un peu meurtris et frustrés, et voilà. Et ben voilà, et ben j'invite tous les lecteurs, téléspectateurs à faire un détour par ce roman plein de poésie, voilà. Et donc avant Sombre Dimanche, Alice Zennetter, vous avez publié aussi Jusque dans nos bras, toujours aux éditions Albin Michel en 2010. Et ce roman vous a valu 2 prix, prix de la Porte Dorée en 2010, c'est ça, et prix littéraire Laurence Strand 2011, c'est ça. Et qu'est-ce que racontait ce roman alors, Jusque dans nos bras? Jusque dans nos bras, c'était le portrait d'une génération, et c'était une réflexion sur le racisme, sur l'idée d'identité nationale et d'intégration, puisque Sarkozy venait d'être élu et de créer ce ministère de l'identité nationale. Et ce portrait donc passait par l'histoire d'un mariage blanc entre une jeune fille franco-algérienne qui s'appelait Alice, comme par hasard, et voilà. Son ami d'enfance Amadou qui est malien. Et voilà, à un moment donné, il n'en peut plus de renouveler ses titres de séjour à la préfecture, et donc ils décident tous les deux de se marier. Et on les suit à travers toutes les démarches administratives et en même temps à travers tous leurs doutes, leurs questionnements, est-ce que c'est une bonne idée, leur peur de se faire attraper par une enquête si on leur demande, si on enquête sur leur vie privée, vont-ils avoir l'air d'un vrai couple? Donc de là découle une question, qu'est-ce que c'est un vrai couple? Qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà. Des tas d'interrogations et ce livre reste une chronique de la France d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Les problèmes que vous traitez dans ce livre sont toujours là. Oui, absolument. Même s'il y a eu une alternance politique, peut-être qu'il y a moins de problèmes en France, bien sûr, mais ces problèmes existent en France depuis maintenant peut-être une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que en plus de se placer aujourd'hui, ou en tout cas donc en 2010, à l'époque où Alice et Amadou veulent se marier, il y a toute une succession de flashbacks qu'ils appellent entre eux donc la grande histoire du racisme avec des majuscules partout. Et qui raconte comment, depuis le bac à sable, elle se fait appeler Bougnoul et lui se fait appeler Sale Noire, etc. Et aussi, dans les souvenirs, il y a les souvenirs du père d'Alice, qui est algérien, et qui lui raconte comment ça s'est passé pour lui quand il est arrivé en France, etc. Et le père, il est arrivé en France peut-être dans les années 50, peut-être avant, peut-être après? Un peu après, je pense. Après, oui, peut-être dans les années 60, plutôt voilà. Dans les années 60, oui, bon. Effectivement, ces problèmes existaient aussi, oui. Oui. Et peut-être qu'ils étaient moins profonds qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces problèmes de racisme, est-ce que les problèmes que vous racontez, hein, donc à travers ce couple contemporain, hein, est-ce que c'est les mêmes problèmes? Est-ce qu'ils sont plus profonds? Ou bien est-ce qu'il y a eu une amélioration, à votre avis? Moi, je pense que ce qui est choquant, c'est que l'impression qu'on a eue, nous, ma génération, l'impression qu'on nous a donnée très jeune, c'était que le racisme était
quelque chose de très vieux jeu, une sorte de résidu de peur ancienne, mais que plus ça allait, et plus on allait aussi vivre ensemble, toutes les populations mélangées, plus on allait accepter le fait que l'autre, malgré ses différences physiques ou culturelles, était notre frère d'humanité. Et donc, on progressait comme ça. On a eu, voilà, toute cette période antiraciste du touche pas à mon pote, les générations black blanc beurre. Donc, on avait l'impression vraiment que quelque chose se faisait. On avait l'impression que les problèmes diminuaient quand même. Voilà, et que c'était, même si les problèmes demeuraient, que c'était notre ligne de conduite, qu'on avançait vers une diminution du racisme. Et tout à coup, Sarkozy arrive avec cette idée de lancer des débats sur l'identité nationale. Cette idée de droite décomplexée commence à se répandre partout. Et qu'est-ce que c'est la droite décomplexée et le débat sur l'identité nationale? C'est le retour du racisme, le retour du droit d'affirmer à la télévision d'horribles clichés sur les Arabes, les Noirs, les délinquants qui sont tous des immigrés, etc. Et là, voilà, là pour moi, c'était ça qui était choquant. C'est-à-dire pas de me dire est-ce que les problèmes aujourd'hui sont pires qu'ils étaient avant. C'est pourquoi aujourd'hui, on en est là. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, Alice Zenneter, Monsieur Sarkozy a libéré la parole xénophobe en France, puisqu'on a vu, comme vous le dites, y compris des intellectuels qui étaient respectés auparavant, quand même dire des choses très dures dans cette optique-là. Est-ce qu'il a permis à ce que cette parole s'exprime sans complexe? Oui, je pense que oui. Alors après, c'est pas lui tout seul. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode, c'est-à-dire que tous les gens s'engouffrent dans la brèche quand on commence à dire le politiquement correct nous a fait beaucoup de mal, il faut dire les choses. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et voilà, ça crée une sorte de tendance à dire les pires horreurs. Mais voilà, une fois que cette brèche-là elle est ouverte, en effet, beaucoup de gens s'y engouffrent et le fait d'avoir des dirigeants qui se permettent ce genre d'horreur dans une parole publique, ça, évidemment, ça décomplexe tout le monde derrière. Et puis quand même, c'est un peu contradictoire parce que la France a toujours été un pays d'immigration quand même. L'immigration ne date pas d'aujourd'hui en France. Elle a maintenant, on peut même dire des siècles d'existence. Hein. Les premiers Kabyles qui arrivent en France arrivent dans les années 1880. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Et puis il y a eu d'autres qui vont arriver de tous les pays. Et donc la France a presque cette vocation d'accueillir un peu des gens des quatre coins du monde. Mais oui, mais ça, malheureusement, depuis quelques années, on ne l'entend plus vraiment. On l'entend plus vraiment en politique. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, la politique fait parfois des dégâts, donc et la société et les populations paye pour ça. Est-ce qu'on peut dire que Jusque dans nos bras est un livre engagé? Oui, c'est un livre engagé parce que c'est ma manière à moi, en fait. Finalement, quand je veux faire de la politique, je fais des livres parce que c'est ma manière de m'exprimer. J'en ai pas d'autres ou les autres m'intéressent moins. Et c'était ma manière à moi de m'engager. Après, Jusque dans nos bras, c'est un roman avant d'être une prise de position politique. Tout à fait. C'est d'abord une fiction, c'est d'abord une écriture, effectivement, mais c'est aussi un cri du cœur. Oui, parce que en fait, je l'ai écrit ce livre-là pendant la première année que j'ai passée en Hongrie. Donc, c'était la première année aussi où je quittais la France pendant aussi longtemps et où j'écoutais désespérément France Info pour réussir à garder un ancrage, à avoir des nouvelles. Et j'entendais en permanence Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy parler de l'immigration et je me disais non, quand je veux des nouvelles de mon pays, je ne veux pas ce côté-là de mon pays qui me donne envie de partir très très loin. Donc le livre est arrivé comme ça, sur cette réaction-là aussi. Eh bien, c'est bien que vous ayez écrit ce livre qui a eu aussi du succès, comme a du succès aujourd'hui Sombre Dimanche. Et vous, Alice Zenneter, vous avez commencé à écrire très tôt, puisque vous avez publié 2 - 1 = 0. Et vous aviez, je crois, 16 ans à ce moment-là. Oui. Et comment est-ce que vous vous êtes dit, donc pratiquement à 15 ans, je vais écrire un roman? Vous aimiez la lecture? C'était oui. J'ai toujours énormément familiale, lu. Votre milieu peut-être qui vous a aidé un petit peu?
Oui, on lisait beaucoup chez moi. Ma grande sœur m'a appris à lire avant que je l'apprenne à l'école, donc à 3 ou 4 ans déjà je savais lire, parce que ma grande sœur était très très dure comme prof. Ah d'accord. Donc il fallait que j'apprenne très vite. Et ensuite, oui, j'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours écrit aussi très très jeune. Après, plus jeune, j'arrivais jamais à finir quoi que ce soit. Mais ça a toujours été mon but. Vous écriviez des poèmes aussi? J'écrivais des petits poèmes. Ça n'a jamais été mon fort, la poésie. J'ai toujours été mauvaise, un peu ringarde. Peut-être que vous êtes modeste. Non, je crois que c'est pas mon truc. Vous ne sentez pas ça? Non, et mes premiers poèmes sont absolument horribles, ils sont sur les fleurs et les chevaux, enfin comme tous les poèmes de petites filles. Sur les fleurs et les chevaux et écrire de beaux poèmes. Mais bon, et quand même, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout de ce roman, 2 - 1 = 0. Pourquoi ce titre? Vous m'aviez dit tout à l'heure, ce roman, vous ne l'aimiez plus, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est très dur pour moi de me replonger dans l'état d'esprit adolescent dans lequel j'étais quand j'ai écrit le livre, parce que j'ai quand même beaucoup grandi depuis. Bien sûr. Et quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 14 ans et je ne me doutais pas que j'allais encore mûrir et changer, et j'étais persuadée que j'allais rester telle que j'étais toute ma vie et que j'allais être très fière de ça, et en fait non. À mon avis, vous pouvez être fier parce que d'abord, vous aviez que 14 ans, donc écrire un roman à 14 ans et être publié aussi, ce n'est pas donné. C'est vrai. Voilà. Et puis, je pense que ce livre vous a aidé aussi à continuer à écrire. Il m'a aidé à penser que je pouvais être écrivain, et pour ça, évidemment, je serai toujours éternellement reconnaissante envers 2 - 1 = 0, puisque j'ai jamais eu de blocage. J'ai jamais pensé que j'étais pas légitime en écriture, et j'ai jamais non plus imaginé la publication comme une sorte de muraille infranchissable, parce que très jeune. En fait, ça vous a donné confiance en vous-même aussi. C'est très important quand même. C'est très important. Et puis vous avez écrit aussi du théâtre, Spécimen humain avec monstre. Qu'est-ce que c'est que ce titre un peu qui fait peur? C'est parce qu'en fait, une des questions qui m'intéresse énormément et qui est, je trouve, posée plus par le théâtre que par le roman, c'est l'idée des limites de l'humanité. C'est-à-dire, depuis la tragédie antique, on a ce questionnement-là. À quel moment ce qu'on fait est humain? À quel moment on sort de l'humanité? Et comme moi, ma pièce se passe pendant la guerre, avec donc des soldats qui attendent de lancer une attaque définitive contre une ville, on ne sait pas trop bien où ils sont, ils commettent certaines exactions, mais ils ne savent pas. On ne sait pas de quelle guerre il s'agit? Non. D'accord. Mais la guerre, elle est toujours là. Les hommes n'arrivent pas à vivre sans guerre, malheureusement. Voilà, c'est terrible pour toute l'humanité. On se dit que c'est la dernière guerre, mais apparemment, il n'y a pas de dernière guerre. Non. Et donc, votre pièce pose ces questions, ces terribles questions de la violence humaine, n'est-ce pas? Oui. Et à quel moment la même action dans des contextes différents pourra être considérée comme un acte d'héroïsme total ou comme un crime de guerre. Et du coup, voilà, c'est ça l'idée, c'est de mettre au centre de la pièce ces soldats qui sont ni bons ni mauvais et qui savent pas exactement justement s'ils sont en train de devenir des héros ou s'ils sont en train de devenir des monstres. Ils savent même pas pourquoi ils font la guerre alors? Non, pas vraiment. On les a juste envoyés à la bataille et ils sont là et ils peuvent tuer des hommes et des femmes. Et comme vous dites, dans quel but? Ils se posent eux-mêmes les questions. Est-ce que l'écriture théâtrale est différente de l'écriture romanesque? Oui, elle l'est. Je la trouve plus libre d'une certaine manière parce qu'elle va arriver d'une façon différente, elle va être projetée, donc on peut en faire plus de choses, puisque l'acteur va la porter
il y a moins de risque de perdre, comme on peut perdre un lecteur parce qu'il se perdrait dans une phrase. L'acteur, lui, va pouvoir guider le spectateur dans la langue. Et en même temps, c'est plus difficile puisque tout ce qui est processus psychologique des personnages, on a l'impression que soit on fait des didascalies de 15 pages en expliquant à l'acteur « Écoute, il va falloir que tu le joues comme ça parce qu'à ce moment-là, tu te souviens de ta mère qui te disait ça quand tu étais enfant et on ne peut pas faire ça à un acteur. » C'est horrible. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, un grand écrivain, un prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio, dit qu'il lui est difficile d'écrire du théâtre. Et pourtant, il a un talent fou, cet écrivain. Et il dit que pour lui, le théâtre, c'est presque impossible. C'est par rapport à ça? Alors, je ne sais pas exactement à quoi pensait Leclésio en disant ça, mais oui, c'est certainement deux exercices différents et on ne peut pas mettre les mêmes choses dans le théâtre que dans le roman. Donc, pour peu qu'on trouve dans le roman tout ce qu'on aime faire, alors il n'y a plus besoin d'aller faire du théâtre. Et vous-même, est-ce que vous allez souvent au théâtre? Oui. Si vous avez le temps? Oui, oui. Malheureusement, mon budget quasiment entier y passe. Je vais énormément. C'est vrai, vous voyez toutes les pièces. Vous avez des genres de pièces que vous aimez voir? Je vais voir beaucoup de choses différentes. Ces dernières années, c'est vrai que je me suis un peu passionnée pour les collectifs. Des groupes qui font de la création collective sans metteur en scène, sans texte préalable non plus, où ils créent des spectacles de toutes pièces en travaillant entre eux, en improvisant, et qui lui donnent des choses très très originales et certaines sont vraiment formidables. Et vous, à l'ESINETER, quand vous voyez le théâtre, vous le voyez d'un autre œil, puisque vous enseignez le théâtre. Oui. Est-ce qu'aller voir une pièce vous aide aussi dans votre enseignement? Oui, parce que quand on voit une pièce qui vraiment nous plaît, qui nous procure un élan d'enthousiasme, on se rappelle que c'est pour ça qu'on aime le théâtre et que c'est pour ça qu'on l'enseigne aussi, comme un art qui touche au plus près à l'humain, ou un art où l'artiste est présent, enfin l'acteur est présent sur scène en contact avec le spectateur et un lieu de société qui existe depuis la nuit des temps, enfin depuis l'Antiquité, où on se retrouve dans cet endroit-là pour parler des questions qui nous brûlent et pouvoir retrouver justement cette confiance-là dans le théâtre. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour ensuite me présenter face à une classe et leur parler de théâtre pendant 3 heures et leur dire que c'est important, sinon je tournerai un peu à vide. Tout à fait, mais enseigner le théâtre, c'est pas toujours facile. Quelles sont les difficultés de cet enseignement, enfin en général? Est-ce que c'est par rapport à l'imagination des gens que vous enseignez ou c'est facile, ce n'est pas difficile? C'est pas très difficile. C'est vrai? Non, c'est pas très difficile. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Ah oui, parce que vous aimez beaucoup, donc le courant passe et vous faites donc des gens qui vont aimer le théâtre et peut-être le jouer. Est-ce que votre pièce a été jouée? Oui, ma pièce a été jouée à Montreuil, d'ailleurs, pas très loin des locaux de Berber-TV. Elle a été jouée l'année dernière et l'année précédente, donc à la Fabrique MC11 à Montreuil, dans une mise en scène d'Ursula Mikos. D'accord. Et elle sera reprise au mois de mars à Strasbourg. Le mois de mars qui vient? Oui. Ben c'est très bien, c'est magnifique. C'est dans un festival ou bien non? C'est dans le festival actuel, qui est le festival des théâtres actifs et populaires de Strasbourg. Et donc elle sera mise en espace pendant qu'un chef cuisinier va faire la cuisine et à la fin de la lecture, on pourra tous manger les plats du chef cuisinier et discuter auteur, acteur, public. Donc c'est une forme assez sympa de rencontre. C'est très sympathique, ça met de l'ambiance, c'est convivial tout ça. Oui. C'est peut-être l'un des buts aussi du théâtre en général. Recréer une sorte de communauté, oui. D'accord. Et puis, donc, vous m'avez dit, donc, hors antenne, que vous étiez aussi sur un nouveau texte. Bon, peut-être qu'il n'est pas temps d'en parler, je ne sais pas. Non, je suis vraiment au balbutiement. Et en fait, je regrette, je me dis que j'aurais dû commencer plus tôt,
avant de faire la promo de Sombre Dimanche, parce que c'est très dur d'avancer dans un roman en étant obligé de parler du précédent tous les jours. Oui, ça vous prend tout votre temps, votre énergie, ça vous coupe un petit peu dans certainement votre inspiration, bien sûr. Et malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Alice Zenneter, peut-être un dernier mot, je ne sais pas, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Non. Il n'y a pas de dernier mot. Alors, je vous dis merci d'être venu dans Graffiti. Merci d'être venu dans Berbère Télévision. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Mes amis, je vous dis à vous aussi merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.